l'automne de 1847 arriva au domaine d'Ashworth, vêtu de brume et de mélancolie, ce genre de saison qui semblait pleurer en silence sur la gloire déclinante de la chaleur de l'été. L'aube venait tard et à contre-cœur en ces matinées d'octobre, plongeant la grande demeure dans des teintes de perles et d'ombre, ses innombrables fenêtres reflétant un ciel incertain, ne sachant s'il devait se livrer entièrement au jour ou s'accrocher obstinément à la nuit qui se retirait. C'est à cette heure liminale, où le monde retenait son souffle entre l'obscurité et la lumière, qu'Eleanor Hartley effectuait son approche quotidienne vers l'entrée des domestiques, ses pas silencieux sur les dalles usées qui connaissaient depuis 3 ans son passage. Le chemin qu'elle empruntait était étroit et discret. À l'écart de la grande allée où les calèches transportant dames et gentilshommes de haut rang arrivaient en splendide procession, ces pierres polies non par la grandeur, mais par des générations de labeur, par des femmes de chambre, des valets de pied et des commerçants qui comprenaient instinctivement qu'il y avait des portes qui leur étaient destinées et des portes à jamais fermées. Eleanor connaissait désormais ces pierres intimement, pouvait s'y orienter dans la quasi-obscurité de mémoire seule, sa frêle silhouette enveloppée contre le froid matinal dans une cape si souvent reprisée qu'elle portait l'histoire de sa frugalité en couture soignée. Elle avait 24 ans, bien que la gravité de ses yeux sombres suggérât quelqu'un qui avait depuis longtemps mis de côté les frivolités de la jeunesse. Quelqu'un qui avait appris que la dignité pouvait se porter comme une armure, même lorsque sa robe était simple et que ses mains portaient les callosités révélatrices d'un travail d'aiguille constant. En s'approchant de la porte en chêne vieillie qui avait marqué la frontière de son monde pendant 3 ans, elle ressentit ce qu'elle ressentait toujours à ce moment-là. Un curieux mélange de fierté et de résignation. La conscience qu'au-delà de la porte capitonnée de verre se trouvaient des pièces d'une beauté à couper le souffle qu'elle avait aidé à orner, mais qu'elle n'habiterait jamais vraiment. Ses doigts, élégants malgré leur rugosité, avaient cousu la broderie délicate des rideaux du salon, avaient réparé la dentelle précieuse des robes du soir de la duchesse douairière, avaient transformé un tissu ordinaire en objet d'un tel raffinement que les dames s'en extasiaient sans jamais s'interroger sur les mains qui avaient créé une telle beauté. C'était son don et son fardeau de se déplacer, invisible, à travers des espaces de magnificence, de créer une beauté qu'elle ne pouvait admirer qu'en marge. Pourtant, il y avait quelque chose en Éléanore qui refusait de plier sous le poids de sa position, une tranquille assurance qui se manifestait dans la droiture de sa colonne vertébrale, dans la façon dont elle faisait face au monde avec des yeux qui ne défiaient ni ne se recroquevillaient, mais observaient simplement avec une honnêteté claire et sans faille. Elle comprenait les frontières qui la séparaient de ceux qu'elle servait, les comprenait avec une précision née de la nécessité, mais elle les naviguait avec une grâce qui suggérait qu'elle n'avait pas abandonné une part essentielle d'elle-même à la hiérarchie qui gouvernait chaque souffle entre ses murs. Mais avant que le destin de nos amoureux ne soit révélé, abonnez-vous pour ne manquer aucun chapitre de romance et de scandale. Et dites-nous dans les commentaires, d'où nous regardez-vous? Maintenant, commençons. Adrian Ashworth, le duc de Thornfield, était retourné à son domaine ancestral 6 semaines auparavant, bien que la maison semblât encore retenir son souffle autour de lui, incertaine si sa présence signalait une restauration ou simplement une nuance différente d'absence. Il avait 30 ans, mais se comportait avec la lassitude de quelqu'un qui avait trop vu la duplicité du monde. Ses beaux traits marqués par une distance qui n'était pas présente avant son séjour de 2 ans à l'étranger, avant le scandale qui l'avait chassé des rives de l'Angleterre, sa foi en la nature humaine brisée comme du cristal fin sur la pierre. Le personnel de la maison parlait à voix basse du changement de leur maître, de la façon dont le charme facile qui avait autrefois caractérisé le jeune duc avait été remplacé par une froideur courtoise, de la façon dont il se déplaçait dans les pièces d'Ashworth
avec l'air d'un homme accomplissant des devoirs plutôt que d'habiter une maison, de la façon dont ses rares sourires n'atteignaient jamais tout à fait ses yeux gris. Pourtant, en cette matinée d'octobre particulière, debout à la fenêtre de son bureau, alors que la maisonnée dormait encore, Adrian se surprit à observer la cour avec une attention qu'il ne pouvait entièrement expliquer, son regard attiré par la frêle silhouette qui se frayait un chemin dans la pénombre de l'aube vers l'entrée des domestiques. Il l'avait déjà remarqué, cette couturière dont il avait appris qu'elle se nommait Eleanor Hartley avait observé la grâce singulière avec laquelle elle parcourait le chemin étroit, la façon dont elle se tenait avec une dignité qui semblait incongrue avec sa condition, comme si elle portait une certitude intime que ni le rang ni les circonstances ne pouvaient diminuer. Il y avait quelque chose dans son maintien qui le troublait, qui pénétrait l'indifférence soignée qu'il avait cultivée depuis son retour, bien qu'il se dît que sa curiosité était oisive, sans importance, la simple observation de quelqu'un avec trop de temps et trop peu de but. Son amertume était profonde, un poison qu'il avait bu volontairement après que Vivienne Cartwright eut prouvé que même les plus ardentes protestations d'amour pouvaient être une performance, que les confidences privées pouvaient devenir un divertissement public si le prix était juste, qu'il avait été apprécié non pour lui-même, mais pour le prestige que son titre conférait. Pourtant, en regardant cette femme inconnue traverser la cour, Adrian sentit quelque chose s'agiter sous la glace soigneusement entretenue autour de son cœur, un intérêt involontaire qu'il ressentait avec dépit tout en reconnaissant sa présence. Plus tard ce même jour, alors qu'il traversait le couloir et pour une course oubliée, il la rencontra, un instant bref et chargé où Éléanore sortit de la lingerie et faillit le percuter, les bras chargés de tissu, ses yeux s'écarquillant d'alarme à la proximité inattendue du maître de maison. Leurs regards se croisèrent une fraction de seconde, le sien sombre et surpris, le sien froid et scrutateur, et à cet instant, Adrian perçut l'intelligence dans son expression, la fierté de ses épaules, alors même qu'elle baissait immédiatement les yeux et s'écartait, murmurant des excuses si basses qu'il faillit ne pas les entendre. Elle l'avait déjà dépassé avant qu'il ne pût répondre, disparaissant au coin du couloir d'un pas rapide et silencieux, le laissant debout dans le couloir, se demandant pourquoi une rencontre si brève l'avait laissé avec le sentiment que quelque chose d'important s'était produit, comme s'il avait entrevu quelque chose de rare et de vrai dans un monde qui lui avait appris à ne faire confiance à rien ni à personne, et surtout pas aux témoignages de son propre cœur traître. La convocation arriva par une grise matinée de novembre, alors que le givre s'accrochait encore obstinément aux vitres, délivré par Madame Hartwell avec une expression mêlant approbation et inquiétude, informant Éléanore que la duchesse douairière elle-même avait requis sa présence pour entreprendre la restauration d'un voile de mariée, héritage inestimable porté par les épouses d'Ashworth depuis 3 générations, et qui nécessitait désormais les mains les plus délicates pour réparer les dommages que le temps et un stockage soigné n'avaient pu empêcher. Éléanore sentit son estomac se nouer d'honneur et d'appréhension en rassemblant ses plus fines aiguilles et ses plus précieuses soies, comprenant que cette commande l'obligerait à travailler non pas dans les confins familiers de la salle de couture des domestiques, mais dans les appartements privés de la famille, franchissant des frontières qu'elle avait passé 3 ans à respecter scrupuleusement, entrant dans des espaces où elle n'avait pas sa place, sauf sur invitation explicite et par nécessité temporaire. Le salon de la duchesse douairière, où Éléanore fut introduite par un valet de pied dont l'expression ne révélait rien, était une symphonie d'opulence discrète qui la rendit cruellement consciente de sa robe simple et de ses mains durcies par le travail, tout en papier peint de soie bleu pâle et en meubles d'acajou étincelants. Des portraits d'Ashworth morts depuis longtemps la regardant avec une indifférence aristocratique, l'air même semblant porter le poids du privilège et de l'histoire.
Elle se tint près de la porte, hésitante, jusqu'à ce que la duchesse douairière, une belle femme d'environ 55 ans, aux cheveux gris acier et aux yeux noisettes perspicaces, lui fasse signe d'avancer pour examiner le voile étalé sur une table recouverte de velours, et Éléanore oublia son malaise dès l'instant où elle vit la dentelle exquise, son œil professionnel notant immédiatement le délicat travail de Valenciennes, les endroits où les fils fins avaient commencé à se séparer, le défi et le privilège de toucher quelque chose de si précieux. Elle était penchée sur le voile, ses doigts traçant le motif, avec un soin respectueux, son esprit calculant déjà les heures de travail minutieux requises, lorsqu'elle entendit des pas derrière elle et se retourna pour trouver Adrian Ashworth debout dans l'embrasure de la porte de ce qui avait été le salon de sa défunte mère, son expression surprise puis soigneusement neutre, l'air entre eux soudainement chargé d'une conscience qu'aucun des deux ne pouvait nommer, mais que tous deux ressentaient comme une présence physique. La duchesse douairière était apparemment sortie un instant, les laissant seuls dans un silence qui semblait pulser de questions inexprimées, et quand Adrian parla, sa voix fut sèche, presque dure, demandant ce qu'elle faisait dans ses appartements privés, bien qu'Éléanore sentît que la sécheresse était dirigée plus contre sa propre réaction à la trouver là que contre sa présence elle-même. Elle expliqua l'affaire du voile avec un respect mesuré, les yeux convenablement baissés, la voix stable malgré les battements rapides de son cœur, et elle sentit plus qu'elle ne vit qu'il se rapprochait, attiré malgré lui pour examiner son travail, son regard tombant sur ses mains alors qu'elle démontrait la technique qu'elle utiliserait pour la réparation. « Vos mains sont fort élégantes, » dit-il, les mots semblant le surprendre autant qu'ils la surprirent. Et elle leva les yeux pour le trouver en train de l'étudier avec une intensité qui lui coupa le souffle, ses yeux gris révélant une vulnérabilité qui contredisait la froideur étudiée qu'elle avait observée de loin. Elle aurait dû rester silencieuse, aurait dû accepter le compliment avec un merci murmuré et retourner son attention au voile. Mais quelque chose dans son expression, une solitude qui faisait écho à la sienne, lui délia la langue, et elle se surprit à parler avec une passion sans retenue de l'artisanat de la dentelle, du talent de l'artisan mort depuis longtemps, qui avait créé une telle beauté, de la satisfaction profonde de préserver quelque chose de précieux pour les générations futures. Adrian écouta avec une attention qui semblait dépasser ses mots pour atteindre quelque chose de plus profond, et pendant un instant, elle oublia complètement le gouffre entre leurs conditions, oublia tout sauf la connexion qui jaillissait entre deux personnes qui reconnaissaient l'une en l'autre quelque chose de rare et de vrai, jusqu'à ce que le bruit des pas de la duchesse douairière de retour ne brise le sortilège et qu'Éléanore ne se retire instantanément dans la déférence appropriée que sa position exigeait, mais pas avant d'avoir vu dans les yeux d'Adrian quelque chose qui ressemblait remarquablement à de l'émerveillement, comme s'il avait découvert quelque chose d'inattendu et d'infiniment précieux à l'endroit où il s'attendait le moins à le trouver. Les semaines suivantes apportèrent un froid hors saison qui semblait s'infiltrer même à travers les épais murs de pierre d'Ashworth, et Éléanore se retrouva à travailler sur le délicat voile dans la chaleur du salon du matin, où la duchesse douairière et Lady Béatrice recevaient souvent des visiteurs. Ses doigts se déplaçant avec une précision experte à travers la dentelle complexe, tandis qu'autour d'elle tourbillonnait la conversation polie de dames discutant d'œuvres de charité et d'engagements sociaux, leur voix formant une toile de fond familière à sa concentration. Elle s'était habituée à sa position singulière dans ces rassemblements, ni tout à fait servante, ni tout à fait invitée, occupant un espace indéfini qui exigeait une vigilance constante pour être navigué correctement, mais elle ne pouvait s'empêcher de remarquer combien de fois le duc trouvait une raison de passer par ces mêmes pièces pendant les heures où elle y travaillait, sa grande silhouette apparaissant dans l'embrasure de la porte, avec une question pour sa belle-mère sur les affaires du domaine ou un document nécessitant l'attention de Lady Béatrice,
sa présence provoquant un subtil changement dans l'atmosphère qu'Eleanor ressentait comme un changement de pression atmosphérique avant une tempête. Les petites attentions commencèrent ainsi progressivement qu'elle se dit d'abord qu'elles ne signifiaient rien, qu'elle lisait une signification dans une simple courtoisie, mais lorsqu'un valet de pied arriva portant un plateau de thé spécifiquement pour la couturière par un après-midi particulièrement froid, le sourcil levé de madame Hartwell et son regard entendu suggérèrent que d'autres avaient remarqué ce qu'Eleanor essayait désespérément d'ignorer. Puis vint le matin où Adrian s'arrêta près de sa table de travail, examinant ostensiblement un ensemble de tapisseries endommagées qui pendaient dans la galerie adjacente, et lui demanda son avis sur leur restauration. Son ton désinvolte, mais ses yeux attentifs, alors qu'il écoutait son explication des techniques historiques utilisées pour leur création, ses connaissances tirées de la vaste bibliothèque de son père et de ses propres années d'études, et elle vit la surprise vaciller sur ses traits, suivie de quelque chose qui ressemblait remarquablement à du respect. La duchesse douairière observait ces interactions avec une perspicacité qui rendait Éléanore extrêmement consciente d'elle-même, bien que, lorsque leurs regards se croisèrent à travers la pièce un après-midi, l'expression de la femme plus âgée ne contenait ni désapprobation ni censure, mais plutôt une considération réfléchie qui semblait peser les possibilités contre les probabilités, comme si elle résolvait une équation complexe dont les variables incluaient le bonheur de son beau-fils et les mathématiques rigides de la hiérarchie sociale. L'état intérieur d'Éléanore devint de plus en plus tumultueux à mesure que les jours passaient et que le poids de l'attention d'Adrian devenait impossible à nier ou à ignorer, son cœur battant plus vite chaque fois qu'elle entendait ses pas dans le couloir, sa conscience de sa présence dans une pièce aussi aiguë que s'il portait sa propre source de chaleur et de lumière, mais elle se réprimandait férocement pour l'espoir traître qui naissait en elle malgré toute raison et toute convenance, se disant qu'elle imaginait la façon dont son regard s'attardait sur son visage, qu'elle projetait ses propres sentiments impossibles sur sa simple gentillesse, qu'un duc et une couturière habitaient des mondes différents aussi sûrement que les étoiles habitaient des sphères différentes, et que toute pensée de franchir cette division était non seulement irréalisable, mais dangereusement insensée, le genre de fantasme qui ne pouvait mener qu'au chagrin et à la ruine. L'après-midi de décembre avait transformé les jardins à la française en un paysage d'argent et d'ombre, lorsque Éléanore, ayant terminé son travail sur le voile plus tôt et cherchant un moment de solitude avant de retourner au quartier des domestiques, jeta un coup d'œil par les fenêtres du salon du matin et vit Lady Béatrice debout près de la fontaine gelée, en détresse évidente, sa posture rigide d'inconfort, alors qu'un gentleman qu'Eleanor reconnut comme le fils de Lord Pemberton se penchait beaucoup trop près, sa main saisissant le bras de la jeune femme avec une familiarité présomptueuse qui glaça le sang d'Éléanore, reconnaissant une situation qu'aucune jeune dame ne devrait endurer seule. Elle ne s'arrêta pas pour considérer si une intervention relevait de son autorité ou si traverser le jardin constituait une violation inappropriée de sa position, poussée plutôt par un instinct qui n'avait rien à voir avec le rang et tout à voir avec la décence humaine fondamentale, et elle se déplaça rapidement par la porte latérale et à travers l'herbe givrée, son approche attirant l'attention du jeune homme et faisant passer son expression d'une confiance prédatrice à une surprise irritée. « Lady Béatrice, » dit Éléanore, avec un calme qui démentait les battements rapides de son cœur. « La duchesse douairière a demandé votre présence immédiatement concernant les arrangements de demain. » Le mensonge livré avec une telle conviction que Béatrice s'en saisit avec gratitude, se dégageant de l'emprise de Lord Pemberton et se déplaçant aux côtés d'Éléanore avec un soulagement évident dans chaque ligne de son corps tremblant. Le gentleman tenta de protester, son ton condescendant alors qu'il s'adressait à Éléanore avec un mépris à peine dissimulé,
suggérant que les domestiques ne devraient pas se mêler des affaires au-dessus de leurs conditions. Mais Éléanore soutint son regard fermement et répondit avec une fermeté tranquille que toute personne de conscience reconnaîtrait quand l'aide était requise, quelle que soit sa condition, et elle guida Béatrice vers la maison avec une main protectrice sur le coude de la jeune femme, laissant Lord Pemberton fulminer dans le jardin gelé. Lady Béatrice la remercia profusément une fois qu'elles furent en sécurité à l'intérieur, sa gratitude se déversant en explications précipitées sur la façon dont l'homme l'avait coincée, sur sa peur, sur sa reconnaissance pour l'intervention d'Eléanore, et Éléanore l'apaisa doucement, avant de s'assurer qu'elle était en sécurité dans ses appartements, pensant l'affaire conclue jusqu'à ce que, plus tard dans la soirée, on vint lui dire que le duc souhaitait la voir dans le hall des domestiques, une convocation si sans précédent que tout le personnel du rez-de-chaussée se tut alors qu'Adrian Ashworth descendait dans leur domaine, sa grande silhouette semblant remplir l'espace bas de plafond, tandis que chaque domestique se levait dans un respect surpris. Il remercia formellement Éléanore pour sa protection envers sa sœur, ses mots corrects et convenables, mais ses yeux contenaient une intensité qui la rendit consciente de chaque autre personne observant cet échange extraordinaire, et quand il lui demanda pourquoi elle avait agi, elle répondit simplement et honnêtement que c'était la bonne chose à faire, qu'il n'était pas nécessaire d'être noble de naissance pour reconnaître quand la noblesse d'action était requise, et elle vit quelque chose changer dans son expression, une dernière barrière s'effondrer, alors qu'il la regardait avec un émerveillement non dissimulé, comme si elle venait de répondre à une question qu'il se posait depuis des semaines sans savoir qu'il cherchait une réponse. L'instant s'étira entre eux, chargé de reconnaissance et de possibilités, jusqu'à ce qu'Adrian hoche lentement la tête et parte, laissant Éléanore tremblante alors qu'elle sentait le poids des regards curieux et étonnés de ses collègues domestiques, et bien qu'elle craignît d'avoir franchi une ligne invisible et d'avoir provoqué des conséquences qu'elle ne pouvait prédire. Elle ne pouvait regretter d'avoir dit la vérité ou d'avoir agi avec l'intégrité que son père lui avait appris à valoriser par-dessus tout, même si son cœur lui murmurait que quelque chose de fondamental avait changé entre elle et le duc, quelque chose qui ne pouvait désormais être ni repris ni ignoré. Les jours qui suivirent l'intervention d'Éléanore en faveur de Lady Béatrice apportèrent un changement dans les rythmes de la maison, aussi subtil que le tournant de l'hiver vers son froid le plus profond. Car Adrian commença à demander la présence d'Éléanore pour ce qu'il appelait des consultations sur divers projets textiles dans tout le domaine, et bien que tous deux reconnussent ces prétextes pour ce qu'ils étaient, aucun ne reconnut à voix haute la nature transparente de ces demandes, ni la façon dont leur conversation dérivait progressivement de discussions sur les motifs de Damas et la restauration de tapisseries vers un territoire bien plus personnel et révélateur. Il l'interrogea sur son passé un après-midi gris, alors qu'il se tenait devant une série de tentures murales délavées dans la longue galerie, son ton soigneusement désinvolte, mais son attention entièrement concentrée sur sa réponse. Et Éléanore se surprit à parler de son père avec une tendresse qu'elle s'autorisait rarement à exprimer, décrivant le presbytère de campagne où elle avait grandi, entourée de sa vaste bibliothèque, la pauvreté distinguée qui avait marqué son enfance après la mort précoce de sa mère, et enfin les dettes qui s'étaient accumulées à cause de la nature généreuse et du mauvais jugement financier de son père, des dettes que sa mort avait laissées impayées et menaçantes. Elle lui parla du choix auquel elle avait été confrontée au cours de ces sombres semaines suivant les funérailles. Un marchand local, aux moyens confortables mais aux manières grossières, qui lui avait offert le mariage, étant entendu que son acceptation réglerait les obligations de son père, et elle admit tranquillement que tout le monde s'attendait à ce qu'elle accepte, que le refus avait semblé non seulement irréalisable, mais presque incompréhensiblement orgueilleux. Mais elle avait choisi un travail honnête plutôt qu'une union
qui lui aurait demandé de feindre une affection qu'elle ne pouvait ressentir, de passer sa vie en paiement des erreurs de son père. Adrian écouta avec une intensité qui la rendit consciente de la rareté avec laquelle on avait vraiment prêté attention à ses paroles, et quand elle eut fini de parler, il resta silencieux un long moment avant de partager des fragments de sa propre histoire, la femme qu'il avait eu l'intention d'épouser pendant son séjour à Londres, belle et accomplie et entièrement concentrée sur son titre plutôt que sur sa personne, qui avait trahi ses confidences privées à des journaux à scandale pour de l'argent et une position sociale dont il n'avait découvert la nature mercenaire qu'après lui avoir bêtement ouvert son cœur à ses tromperies. La nature parallèle de leurs expériences créa un lien qu'aucun des deux n'avait anticipé, cette compréhension partagée du choix de la dignité plutôt que de la facilité, de la valorisation de l'intégrité, même lorsque ce choix entraînait des conséquences douloureuses, et Eleanor sentit quelque chose changer entre eux alors qu'ils se tenaient dans cette froide galerie, entourée d'images d'Ashworth morts depuis longtemps, une reconnaissance qu'ils avaient tous deux été façonnée par des creusets similaires et en étaient sortis avec des engagements similaires à vivre honnêtement, quel qu'en soit le coût. Leurs conversations se poursuivirent au cours des semaines suivantes avec une fréquence croissante et une intimité approfondie. Se déplaçant des espaces formels de la maison vers des coins plus calmes où ils pouvaient parler sans observation constante, et bien qu'Eleanor maintint toutes les formes appropriées d'adresse et de déférence, elle ne put empêcher l'abaissement progressif des murs soigneux qu'elle avait construits autour de son cœur, ni ignorer la façon dont Adrian la regardait maintenant, avec une chaleur non dissimulée, qui lui coupait le souffle et faisait accélérer son pouls d'un espoir dangereux. L'automne se mua en hiver avec cette mélancolie particulière qui marque la descente de l'année dans l'obscurité, et bien qu'Eleanor continuât à entrer par la porte des domestiques chaque matin comme elle l'avait fait pendant 3 ans. Arrivant dans le froid de l'aube avec sa respiration formant des nuages dans l'air et ses mains rentrées dans sa cape usée contre le vent mordant, Adrian se sentait de plus en plus attiré par les fenêtres qui donnaient sur cette humble entrée, se tenant dans l'ombre des pièces non éclairées, pour observer la petite silhouette traverser la cour avec sa grâce caractéristique et sa digne quiétude, et il luttait avec un conflit interne qui devenait plus aigu chaque jour, car il savait avec une clarté douloureuse que la société les mettrait tous deux en pièces s'ils suivaient les impulsions de son cœur, savait qu'Eleanor subirait le pire de la cruauté en tant que femme qui avait osé viser au-dessus de sa condition, mais il se trouvait incapable d'éteindre la profonde attirance qu'il ressentait pour son intégrité et sa force tranquille, pour la façon dont elle habitait sa vie avec une telle dignité, malgré des circonstances qui auraient pu écraser un esprit moins fort. La soirée décisive arriva avec une soudaine tempête de neige qui transforma le domaine en un royaume de silence blanc, de lourds flocons tombant drus et rapides, alors que l'obscurité descendait plus tôt que d'habitude, et Eleanor, qui avait travaillé tard dans la bibliothèque sur les décorations de Noël à la demande de la duchesse douairière, se retrouva effectivement bloquée par le brusque changement de temps, la ligne de conduite censée étant de rester dans la pièce chaude jusqu'à ce que le pire de la tempête soit passé, plutôt que de s'aventurer dans la cour périlleuse jusqu'au quartier des domestiques. Adrian la découvrit là tout à fait par accident, ou peut-être par quelque dessein inconscient que son esprit rationnel refusait de reconnaître, entrant dans la bibliothèque à la recherche d'un volume et trouvant à la place Eleanor se découpant sur la lumière du feu, ses cheveux sombres attrapant des éclats d'or et de cuivre alors qu'elle levait les bras pour accrocher des guirlandes de verdure, et la vue le frappa avec une telle force qu'il resta transi dans l'embrasure de la porte, incapable de parler ou de bouger, alors que quelque chose de fondamental changeait dans sa poitrine. Elle se tourna au son de son entrée et sursauta, laissant presque tomber la verdure qu'elle tenait, mais il s'avança instinctivement pour la stabiliser,
et ils se retrouvèrent debout plus près que la bienséance ne le permettait. Assez près pour qu'il puisse voir le battement rapide de son pouls à sa gorge et la façon dont ses yeux s'écarquillaient avec quelque chose qui aurait pu être de la peur ou de l'espoir, ou peut-être les deux mêlés. Ils parlèrent de choses sans conséquence au début, du temps et des décorations, et de la saison de Noël qui approchait. Mais la conversation dériva aussi naturellement que la neige qui tombe vers des eaux plus profondes. Et quand elle mentionna un vers de Wordsworth sur la beauté tranquille de la nature, il se surprit à réciter le couplet entier, et elle compléta les derniers vers avec une compréhension si parfaite de la signification du poète qu'il ressentit une connexion bien plus intime que n'importe quel contact physique. Leurs voix s'entrelaçant dans la pénombre éclairée par le feu, alors que la tempête faisait rage à l'extérieur et que la maison dormait autour d'eux. L'air entre eux se chargea de possibilités alors qu'ils discutaient de poésie, de philosophie et de la nature de la beauté, se tenant maintenant trop près pour toute prétention de distance formelle, et Adrien se sentit sur le point de prononcer des mots qui ne pourraient être repris, de tendre la main pour prendre la sienne, ou de toucher son visage, ou d'avouer les sentiments qui avaient grandi au-delà de sa capacité à les contenir. Et il vit dans ses yeux qu'elle ressentait la même attraction dangereuse vers un précipice qu'ils savaient tous deux ne pas devoir franchir. Mais la bienséance intervint comme elle le doit toujours, l'horloge sonnant l'heure et brisant le charme. Et Éléanore recula avec un effort visible, sa voix mal assurée, alors qu'elle murmurait quelque chose sur l'heure tardive et son besoin de retourner dans ses quartiers. Et bien qu'Adrian voulut lui demander de rester, voulut lui dire qu'il ne se souciait plus des barrières entre eux ou du scandale qui suivrait sûrement, il la laissa partir, parce qu'il n'était pas encore tout à fait assez courageux pour dire la vérité à voix haute, et il la regarda se glisser par la porte dans l'obscurité neigeuse, tandis qu'il restait près du feu mourant, sachant qu'ils resteraient tous deux éveillés cette nuit-là, menant la même bataille interne entre ce que leur cœur exigeait et ce que leur position dans la hiérarchie du monde semblait exiger d'eux. Noël arriva à Ashworth avec tout le faste étincelant attendu d'une maison ducale. Le domaine transformé en un royaume de chandelles et de branches de sapin, d'argenterie et de cristal poli qui captaient les flammes de centaines de cierges, et Éléanore se retrouva à travailler en coulisses comme elle l'avait fait pendant les 3 Noëls précédents, ses doigts habiles ajustant le drapé des robes de soie et réparant de petites déchirures dans des tissus délicats. Sa présence invisible pour les invités qui traversaient les grandes salles dans leurs plus beaux atours, et elle se dit que c'était convenable, que c'était sa place, mais elle ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil furtifs aux festivités par le passage des domestiques, observant par une fente dans la porte Adrien se déplacer dans la salle de bal avec cette grâce particulière née du privilège et de l'éducation. Dansant avec de jeunes dames dont la naissance correspondait à la sienne, dont la conversation pétillait d'esprit exercé, dont la beauté avait été cultivée dès la naissance pour de telles occasions. Elle vit en particulier Lady Charlotte Pemberton capter son attention avec un dessin évident, la peau d'albâtre et les cheveux dorés de la femme créant une vision de perfection, alors qu'elle riait à quelque chose que disait Adrien, sa main reposant sur son bras avec une intimité désinvolte. Et Éléanore sentit quelque chose se briser dans sa poitrine en reconnaissant la vérité qu'elle avait évitée pendant des semaines. La douloureuse réalité qu'elle était tombée amoureuse d'un homme si bien au-dessus de sa condition, que même imaginer un avenir ensemble constituait une sorte de folie, et elle se sentit sotte pour les rêves privés qu'elle avait nourris après cette soirée dans la bibliothèque, sotte d'avoir cru que les moments de connexion qu'ils avaient partagés signifiaient autre chose que la gentillesse d'un duc envers une servante qualifiée. Elle résolut à ce moment de se souvenir de sa place, de garder son cœur plus soigneusement, d'accepter que certaines frontières existaient non par cruauté,
mais par la structure immuable du monde qu'ils habitaient, et elle se retira de son poste d'observation, les larmes lui brûlant les yeux, retournant dans sa petite chambre, dans les quartiers des domestiques, où elle ne pouvait ni entendre la musique, ni voir la danse, ni se torturer davantage avec des désirs impossibles. Pendant ce temps, dans l'éclat de la salle de bal, Adrian endurait la soirée avec une frustration à peine dissimulée, trouvant chaque conversation creuse et chaque sourire faux, comparant chaque femme avec qui il dansait à la chaleur authentique d'Éléanore et les trouvant toutes insuffisantes, leur beauté semblant artificielle à côté de sa grâce naturelle, leur charme exercé grinçant contre le souvenir de son franc-parler et de ses silences réfléchis. Lorsque Lady Charlotte organisa un moment privé dans la serre, l'éloignant de la foule, avec une combinaison étudiée de flatterie et de suggestion, lorsqu'elle se pressa contre lui dans l'ombre des orangers et inclina son visage vers le haut dans une invitation claire, il se retira brusquement comme s'il avait été brûlé, soudainement et complètement certain de ce qu'il voulait et de qui. Comprenant à cet instant de cristallisation qu'il ne pouvait plus feindre l'indifférence envers Éléanore ou se convaincre que le devoir et la bienséance importaient plus que la connexion profonde qu'il ressentait pour une femme dont le caractère dépassait de loin celui de n'importe quelle dame de la scintillante assemblée. Et il laissa Lady Charlotte seule parmi les palmiers en pot, son expression passant de la surprise à la fureur, alors qu'il s'éloignait sans explication ni excuse, son esprit déjà courant vers ce qu'il devait faire, ce qu'il devait risquer, pour réclamer la seule femme qui l'avait jamais fait se sentir vraiment vu et apprécié pour lui-même, plutôt que pour son titre. Le matin du nouvel an de 1848 arriva avec un froid cristallin qui transforma le monde en glace et en argent. Le ciel de l'aube pâle comme une perle, alors qu'Éléanore traversait la cour gelée vers l'entrée des domestiques, comme elle l'avait fait chaque matin depuis 3 ans, sa respiration formant des nuages dans l'air glacial, et sa cape usée serrée contre le vent mordant. Mais ce matin, quelque chose était différent, car en s'approchant de l'humble porte, elle vit une silhouette debout dans l'ombre, et son cœur se serra dans sa poitrine quand elle reconnut Adrian, qui attendait dans le froid sans manteau ni gants, ses cheveux sombres en désordre, comme s'il s'était habillé à la hâte, ses yeux brûlants d'une intensité qui fit vaciller ses pas et faillit lui faire perdre courage. Il parla avant qu'elle ne pût reculer, sa voix rauque de manque de sommeil ou d'émotion, ou peut-être des deux, lui disant qu'il ne pouvait plus feindre l'indifférence, que la mascarade de la distance entre eux était devenue insupportable, que chaque jour où il la regardait entrer par cette porte, tandis qu'il restait de l'autre côté d'une barrière invisible, lui semblait une trahison de quelque chose d'essentiel dans son âme, et Éléanore tenta de protester contre l'impossibilité de ce qu'il semblait suggérer, balbutiant qu'il ne devait pas parler ainsi, que sa position et sa réputation exigeaient qu'il choisisse de manière appropriée, qu'elle n'était qu'une couturière sans fortune ni famille, ni aucun des avantages qui devraient recommander une femme à son attention. Il s'approcha alors, assez près pour qu'elle puisse voir les ombres sous ses yeux qui témoignaient de sa propre nuit blanche, et il lui posa une question directe qui trancha toute prétention et toute bienséance comme une lame à travers la soie. S'il n'y avait pas de barrière de rang, Éléanore, si le monde était différent et que nous étions simplement 2 personnes sans le poids des titres et des attentes, voudriez-vous? Mais elle ne put le laisser terminer la question, car l'entendre prononcer à voix haute briserait la dernière de ses défenses, et des larmes coulèrent sur ses joues sans qu'elle les retienne, alors qu'elle se tenait tremblante dans la lumière de l'aube, incapable de répondre et incapable de fuir. Il se rapprocha encore, sa voix tombante à un ton brut et désespéré en disant « J'en ai assez des mariages appropriés et des arrangements convenables, assez des femmes qui veulent mon titre plutôt que mon cœur, assez des portes entre nous et des murs entre ce qui est et ce qui pourrait être. » Et sa déclaration qu'il avait l'intention de la courtiser comme il se doit,
qu'il ferait face à toutes les conséquences que la société exigerait, mais qu'il ne nierait plus ce qu'il ressentait, la frappa avec la force d'un coup physique. Elle retrouva enfin sa voix, bien qu'elle tremblât de peur et de désir entremêlés, et elle parla de sa terreur pour sa réputation, pour le scandale qui détruirait sûrement sa position parmi ses pairs, pour les murmures et la cruauté qui les suivraient tous deux s'ils persistaient dans cette folie. Mais il tendit la main et prit ses mains froides dans les siennes, chaudes, et son insistance tranquille portait le poids d'une conviction absolue lorsqu'il dit « Je préférerais être sincère avec vous plutôt que confortable avec n'importe qui d'autre. Je préférerais affronter le scandale à vos côtés plutôt que l'acceptation aux côtés de quelqu'un que je n'aime pas. » Et à ce moment, debout dans la cour gelée, alors que le soleil se levait sur l'horizon et peignait la glace d'or, Éléanore comprit qu'il lui offrait non seulement son cœur, mais toute sa vie, lui demandant de croire que leur amour pourrait être assez fort pour surmonter la tempête qui s'annonçait sûrement. Et bien que la peur étreignît encore sa poitrine, elle sentit quelque chose d'autre monter en elle, quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. La crise s'abattit sur eux avec la brutalité rapide d'une tempête d'hiver. Car quelques jours après la déclaration d'Adrian dans la cour, la société apprit les intentions du duc par les ragots des domestiques et les yeux perçants de ceux qui faisaient leur affaire de surveiller les activités des grandes familles. Et le scandale éclata avec une méchanceté qui choqua même Éléanore dans ses plus sombres imaginations, se propageant dans les salons et les clubs de gentlemen comme un feu de forêt dans du bois sec, alimenté par la mère de Lady Charlotte, qui n'épargna aucun effort pour répandre des rumeurs vicieuses qui peignaient Éléanore comme une séductrice intrigante qui avait délibérément piégé le duc par une manipulation calculée et des ruses féminines. La duchesse douairière convoqua Éléanore dans son salon privé avec une formalité inhabituelle, et bien que son expression ne contint aucune cruauté, son conseil portait le poids du pragmatisme né de décennies de navigation dans les eaux dangereuses de la société, les exhortant à attendre, à laisser les ragots s'éteindre avant de procéder à tout arrangement formel, rappelant à Adrian que sa position exigeait de prendre en considération les conséquences et l'héritage. Mais Éléanore vit le conflit dans les yeux de la femme plus âgée. La tension entre son estime sincère pour le caractère d'Éléanore et sa peur pour la réputation de son beau-fils. Les pères voisins d'Adrian lui rendirent visite successivement, soi-disant pour des visites amicales, mais en réalité pour le dissuader de ce qu'il qualifiait de folie, parlant sur des tons mesurés de devoir et de mariage appropriés, des dommages à la réputation de sa famille et des moqueries auxquelles il ferait face au Parlement. Et bien qu'Adrian les reçut avec une politesse glaciale et rejetât leurs préoccupations avec une fureur à peine contenue, Éléanore fut témoin du tribut que ces confrontations exigeaient, vit la tension autour de sa bouche et les ombres s'approfondir sous ses yeux. Elle fit face à la cruauté des deux côtés, comme une femme prise entre des marées opposées, car certains domestiques lui en voulaient de ce qu'il percevait comme son élévation présomptueuse au-dessus de sa condition, murmurant qu'elle avait oublié sa place et était devenue trop fière, la qualifiant d'intrigante et d'ambitieuse dans son dos, dans les mêmes couloirs où elle avait travaillé à leur côté pendant 3 ans, tandis que la noblesse la traitait avec un dédain cinglant lorsqu'elle accompagnait la duchesse douairière lors de visites. Leur civilité froide plus douloureuse qu'une hostilité ouverte, leurs questions pointues sur sa famille et ses origines conçues pour exposer son inadéquation au rôle qu'elle prétendait assumer. Le point de rupture arriva un après-midi gris de février, quand Éléanore chercha Adrian dans son bureau, le trouvant debout à la fenêtre, les épaules courbées sous un poids invisible, et elle prononça les mots qui s'étaient accumulés dans sa poitrine depuis des jours, malgré l'agonie qu'il lui coûtait, lui disant qu'elle quitterait Ashworth, qu'elle le libérerait de toutes les promesses qu'il s'imaginait lui devoir, qu'elle le sauverait de la ruine que l'aimé semblait destiné à lui apporter, sa voix ferme, bien que son cœur se brisât à chaque syllabe.
Sa réponse fut immédiate et angoissée. Se tournant pour lui faire face avec une douleur si vive dans les yeux qu'elle faillit perdre sa résolution, sa voix se brisant alors qu'il demandait « Vous sauveriez ma réputation en détruisant mon cœur? Vous me demanderiez de vivre le reste de ma vie en sachant que j'ai été trop lâche pour me battre pour la seule femme que j'ai jamais vraiment aimée ?» Elle avoua alors ce qu'elle n'avait jamais dit à voix haute, la vérité qui l'avait terrifiée, tout en la soutenant à travers le pire des ragots, lui disant qu'elle l'aimait d'une profondeur qui l'effrayait par son intensité, mais que l'amour seul ne pouvait les protéger des conséquences, de défier toutes les conventions sociales qui gouvernaient leur monde, ne pouvait le protéger des dommages que ce scandale infligerait au nom de sa famille et à son influence politique. Il la rejoignit en trois enjambées et prit ses mains dans les siennes avec une tendresse désespérée, lui demandant de lui faire confiance, de lui donner le temps de lui montrer que leur amour valait tous les coups que la société pourrait exiger, promettant qu'il ne laisserait pas la cruauté mesquine de personnes qui valorisaient la bienséance plus que les sentiments authentiques détruire ce qu'ils avaient trouvé ensemble. Sa conviction absolue, même si l'incertitude assombrissait sa vision, et bien qu'Éléanore voulût désespérément croire que l'amour pouvait triompher des formidables barrières dressées contre eux, la peur la tenait captive comme des chaînes de fer, murmurant que l'espoir lui-même était dangereux lorsque le monde entier semblait déterminé à le prouver insensé. Adrian prit sa décision aux heures grises précédant l'aube. 3 jours après la déclaration en larmes d'Éléanore, se levant d'une autre nuit blanche, avec une clarté d'esprit qui ressemblait à de l'acier forgé dans le feu, et en milieu de matinée, il avait fait savoir dans tout le domaine qu'il exigeait que tous les tenanciers et domestiques se rassemblent dans la grande salle à 2 heures pour une annonce de la plus haute importance, une convocation qui envoya des vagues de spéculation et d'anxiété dans tous les coins d'Ashworth, les gens se demandant si le duc avait l'intention d'aborder le scandale qui avait consumé la maison pendant des semaines, ou peut-être d'annoncer le départ d'Éléanore, comme tant l'avaient prédit. Éléanore elle-même reçut la convocation, les mains tremblantes, craignant qu'Adrian n'ait décidé de céder à la pression de la désapprobation de la société. Qu'il en soit venu avoir la sagesse dans le conseil de la duchesse douairière d'attendre ou peut-être d'abandonner complètement leur attachement impossible, et elle s'habilla avec un soin particulier dans une simple robe grise qui semblait appropriée à la fin que ce rassemblement pourrait apporter, ses doigts tremblants en attachant les boutons et son cœur battant contre ses côtes comme un oiseau en cage désespéré de liberté, ou peut-être de la miséricorde d'une conclusion rapide à cette agonie d'incertitude. La grande salle se remplit lentement à l'approche de l'heure fixée, les fermiers, en leur lainage grossier, se tenant maladroitement à côté des femmes de chambre en tabliers impeccables, les valets de pied et les palefreniers se déplaçant mal à l'aise près des murs, tandis que les domestiques supérieurs prenaient des positions légèrement plus importantes, et Éléanore entra la dernière pour voir tous les yeux se tourner vers elle, avec des expressions allant de la curiosité au ressentiment, en passant par quelque chose qui aurait pu être de la pitié, et elle se tint au fond de la foule, la colonne vertébrale droite et le menton levé, malgré la terreur qui parcourait ses veines, déterminée à faire face à tout ce qui viendrait avec la même dignité qui l'avait soutenue pendant 3 ans de travail honnête dans cette maison. Adrian entra par les portes principales, avec la duchesse douairière à ses côtés, son expression grave, mais son maintien résolu. Et il prit sa position sur l'estrade surélevée à l'extrémité de la salle où des générations d'Ashworth s'étaient adressées à leur peuple en temps de crise ou de célébration, et la foule murmurante se tut tandis qu'il les scrutait avec des yeux qui semblaient voir chaque visage individuel et mesurer le caractère derrière, et quand il parla enfin, sa voix porta clairement dans tous les coins du vaste espace, ferme, forte et absolument sans compromis dans sa conviction.
il commença par reconnaître les ragots qui avaient circulé concernant ses intentions envers Eleanor Hartley, confirmant que oui, les rumeurs étaient vraies, il avait bien l'intention de faire d'elle sa femme, et un soupir collectif parcourut la foule assemblée comme le vent dans un champ de blé. Mais il leva la main pour demander le silence et continua de parler. Ces mots tombant comme des coups de marteau sur l'enclume de leurs attentes et de leurs préjugés. Il parla du caractère d'Éléanore avec une spécificité qui fit rougir ses joues, détaillant l'intégrité dont elle avait fait preuve dans son travail, la gentillesse qu'elle avait manifestée envers ceux qui étaient au-dessous de sa propre condition, malgré le peu qu'elle possédait, l'honneur et la dignité avec lesquels elle s'était conduite, même lorsque d'autres murmuraient de cruelles spéculations sur ses motifs et sa moralité. Et il reconnut son amour pour elle devant ses témoins, avec une franchise qui aurait été choquante si sa sincérité n'avait été aussi évidente, déclarant clairement qu'il avait choisi de passer sa vie avec cette femme et qu'il l'épouserait, que la société l'approuve ou non. Puis il lança son défi, sa voix s'élevant avec passion, alors qu'il déclarait « J'ai connu des femmes nées avec tous les avantages qui possédaient une fraction de sa grâce, des femmes élevées dans le luxe qui ne démontraient aucune de sa compassion, des femmes au pédigree impeccable qui manquaient même d'une once de sa véritable noblesse d'esprit, et je vous le dis maintenant, la naissance est un accident du destin, tandis que le caractère est un choix fait quotidiennement par des actions grandes et petites, et je choisis de passer ma vie avec une femme qui a choisi la noblesse dans chaque action, quel qu'en soit le coût pour elle-même. » Et les mots restèrent suspendus dans l'air comme un gant jeté, défiant quiconque présent de le contredire ou de remettre en question son jugement dans cette affaire des plus personnelles. Eleanor se tenait transie, les larmes coulant sur son visage sans qu'elle les retienne, alors qu'elle le regardait tout risqué, non pas dans l'intimité de déclarations murmurées, mais ici, en public, misant sa réputation et sa position sur sa foi en sa valeur, et elle vit le choc sur les visages autour d'elle se transformer progressivement en autre chose, une combinaison de respect réticent et d'émerveillement que leur duc parle si franchement de sujets que la noblesse voilait généralement d'euphémismes et de prudentes bienséances. Et quand les yeux d'Adrien trouvèrent enfin les siens à travers la salle bondée, l'amour et la détermination qu'elle y vit faillirent de la faire tomber à genoux sous la force écrasante de la gratitude, de l'indignité et d'un espoir féroce et désespéré entremêlé. Le tournant arriva de manière inattendue par une matinée pluvieuse. 10 jours après la déclaration publique d'Adrian, lorsque l'évêque du diocèse apparut aux portes d'Ashworth dans sa modeste calèche, sans s'annoncer et demandant une audience immédiate avec le duc et mademoiselle Hartley, et Eleanor sentit son estomac se nouer d'effroi alors qu'on la convoquait à la bibliothèque où l'évêque Thornbury attendait, Adrian se tenant tendu et vigilant près de la fenêtre. L'évêque était une figure imposante, malgré son âge avancé, grand et mince, avec des yeux gris pénétrants, qui semblaient voir à travers les faux semblants jusqu'à la vérité. Et Eleanor savait qu'il était un vieil ami du défunt père d'Adrian, qu'il avait baptisé Adrian lui-même, et qu'il détenait une influence considérable parmi les familles traditionnelles de la région, rendant son opinion potentiellement décisive pour influencer ceux qui restaient incertains quant à ce mariage controversé. Il salua Eleanor avec une courtoisie grave mais sans chaleur, demandant un entretien privé avec elle seule, et bien qu'Adrian souhaitât clairement protester, Eleanor toucha doucement son bras et acquiesça, comprenant qu'elle devait faire face à cet examen sans sa protection, si son propre caractère devait être correctement mesuré. L'évêque congédia Adrian avec une fermeté qui ne souffrait aucune discussion, et une fois seul, il s'installa dans un fauteuil avec une lenteur délibérée et étudia Eleanor avec une intensité qui lui donna l'impression d'être dépouillé de tout artifice, et quand il parla enfin, ses questions furent directes et inquisitrices. Conçues pour exposer tout motif caché ou malentendu,
sur les responsabilités qu'elle assumerait en tant que duchesse de Thornfield. Il lui demanda sans détour ce qu'elle cherchait dans ce mariage, si elle comprenait l'examen minutieux et les exigences qui la suivraient tous les jours de sa vie, si elle possédait la force de résister à la cruauté de ceux qui n'accepteraient jamais son élévation. Et Éléanore répondit avec l'honnêteté qui était devenue sa seule défense contre un monde déterminé à douter de son intégrité, lui disant qu'elle aimait Adrian d'une profondeur qui l'effrayait, mais qu'elle le libérerait demain si elle croyait que cet amour finirait par lui nuire ou le diminuer de quelque manière que ce soit. Elle reconnut sans honte qu'elle manquait de la formation et du poli attendu d'une duchesse. Ayant passé ses années de formation dans un presbytère de campagne et les 3 dernières années à travailler de ses mains en tant que domestique, mais elle possédait la détermination d'apprendre tout ce qui était requis et une véritable humilité quant à ses propres limites. Et elle ne cherchait ni fortune ni titre, mais seulement le droit de se tenir aux côtés de l'homme qu'elle aimait et de construire une vie de but et de partenariat partagé. L'expression de l'évêque resta illisible tout au long de ses réponses, n'offrant aucune indication si ces mots trouvaient grâce ou confirmaient ses pires soupçons, et Éléanore sentit l'épuisement s'installer dans ses os après des semaines de siège émotionnel, de la tension constante de défendre son caractère et ses motifs devant une succession sans fin de juges sceptiques. Puis, après un silence qui s'étira jusqu'à ce qu'Éléanore pensa qu'elle pourrait se briser sous la tension, l'évêque Thornbury se leva de son fauteuil avec une grâce inattendue et la regarda avec quelque chose qui approchait de la chaleur dans ses yeux pénétrants, et il prononça des mots qui changeraient la trajectoire de l'opinion publique plus puissamment que n'importe laquelle des déclarations passionnées d'Adrian, disant de sa voix autoritaire qui portait le poids de décennies de leadership moral: « Votre grâce, j'ai rencontré de nombreuses duchesses en mon temps, des femmes nées dans le privilège et formées depuis l'enfance à leurs positions élevées, et je vous le dis maintenant avec une sincérité totale que peu posséder une telle clarté de but ou humilité d'esprit que ce que j'ai vu ici aujourd'hui. Et je crois que le duc de Thornfield a bien choisi, en vérité, et je ferai connaître mon soutien à cette union dans tout le diocèse. » Éléanore sentit des larmes jaillir de ses yeux à cette justification inattendue, cette affirmation d'une source dont le jugement ne pouvait être rejeté comme une simple partialité romantique. Et quand Adrian fut réadmis dans la bibliothèque et vit la main de l'évêque reposant paternellement sur l'épaule d'Éléanore, l'espoir qui flamboya dans son expression reflétait la joie fragile qui commençait à prendre racine dans son propre cœur meurtri, et elle comprit qu'ils avaient franchi un obstacle crucial sur la longue route vers l'acceptation et la légitimité. Alors que l'hiver cédait la place au début du printemps et que les premiers crocus courageux perçaient la terre dégelée des jardins d'Ashworth, les préparatifs commencèrent sérieusement pour un mariage qui avait autrefois semblé impossible, mais Adrian insista sur un acte symbolique avant que tout autre arrangement ne puisse avoir lieu, convoquant le maître maçon du domaine et donnant des instructions qui plongèrent toute la maisonnée dans un silence stupéfait. Il ordonna que l'entrée des domestiques par laquelle Éléanore était passée pendant 3 ans, ses pieds usant un chemin familier sur ces pierres froides dans l'obscurité et la lumière, soit formellement scellée avec de la pierre et du mortier, la porte comblée de manière permanente pour que personne ne puisse plus jamais utiliser ce passage, et il commanda une plaque de laiton à installer à l'endroit où se tenait la porte, portant l'inscription « La dignité ne requiert pas de porte séparée », des mots qui témoigneraient de ses convictions et de son refus de maintenir les divisions artificielles qui les avaient tenus séparés si longtemps. Le matin après l'achèvement des travaux, Éléanore arriva à l'aube comme l'habitude le dictait, son corps suivant le chemin accoutumé avant que son esprit n'enregistre pleinement le changement, et elle s'arrêta net quand elle trouva une pierre lisse là où se trouvait l'entrée familière, sa main se levant pour toucher la plaque avec des doigts tremblants en lisant les mots
qui y étaient gravés, et les larmes brouillèrent sa vision, alors que la pleine signification du geste d'Adrian s'installa dans son cœur avec le poids d'un vœu sacré. Elle entendit des pas sur le chemin de gravier et se tourna pour trouver Adrian lui-même s'approchant de l'entrée principale, impeccablement vêtu malgré l'heure matinale, et il lui tendit la main avec une formalité grave, sa voix portant clairement dans l'air vif du matin en disant « Mademoiselle Hartley, me feriez-vous l'honneur d'entrer à Ashworth en tant que ma fiancée reconnue, par les portes qui conviennent à votre position de future duchesse de Thornfield ?» Eleanor sentit ses genoux faiblir devant l'ampleur de ce moment, ce franchissement d'un seuil à la fois littéral et symbolique, et elle plaça sa main dans la sienne avec le sentiment d'avancer vers un avenir qu'elle n'avait jamais osé imaginer pour elle-même, et ensemble, ils montèrent les marches de marbre de l'entrée principale, tandis que le personnel de la maison sortait des portes et des fenêtres, attiré par une convocation invisible pour assister à cette transformation historique. Les grandes portes se tenaient ouvertes devant eux comme des bras accueillants, et alors qu'Éléanor franchissait ce seuil au bras d'Adrian, elle entendit le son des applaudissements commencer timidement parmi les domestiques assemblés et devenir plus fort à mesure que les membres de la famille se joignaient à eux. Et elle vit Madame Hartwell pleurer ouvertement de joie, et la jeune Molly, la femme de chambre, rayonner de fierté. Et même le sévère M. Pemberton, le majordome, hochèrent la tête en signe d'approbation de cette violation sans précédent des conventions qui semblait en quelque sorte plus juste que n'importe quelle adhésion rigide à la tradition n'aurait pu l'être. Plus tard ce même jour, dans le grand salon où Eleanor avait autrefois travaillé dans un silence prudent pendant que la famille recevait des invités, Adrian lui demanda formellement de l'épouser devant des témoins assemblés, sortant une bague qui avait appartenu à sa mère biologique, un délicat anneau d'or serti de saphir de la couleur d'un ciel d'été, et sa voix trembla légèrement en disant « Eleanor Hartley, vous m'avez montré ce que signifie la vraie noblesse, vous avez restauré ma foi dans les sentiments authentiques et les cœurs honnêtes, et je vous demande maintenant devant Dieu et ses témoins d'être ma femme, ma partenaire, mon égale en toutes choses qui comptent. » Et le oui d'Eleanor résonna clair et fort dans la magnifique pièce, sa voix stable malgré les larmes coulant sur son visage. Et quand Adrian glissa la bague à son doigt et l'attira dans ses bras pour leur premier baiser en tant que fiancés. La tendresse et la promesse de cette étreinte parlaient d'un amour éprouvé par le doute et l'opposition, et en sortant plus fort pour avoir enduré, un amour qui les soutiendrait à travers tous les défis à venir. Et Éléanor s'autorisa enfin à croire pleinement à ce miracle impossible, à embrasser la joie qu'elle avait si longtemps tenue à distance, à croire qu'elle était digne de la dévotion de cet homme extraordinaire et capable de s'élever pour répondre aux exigences de la vie qu'ils construiraient ensemble. Les préparatifs du mariage révélèrent les tensions de classe avec une clarté qu'aucune bonne volonté ne pouvait entièrement adoucir, car si l'approbation de l'évêque et la détermination inébranlable d'Adrian avaient assuré la position d'Eleanor en principe, la réalité pratique de la planification d'une cérémonie qui unirait un duc à une ancienne couturière exposait des lignes de failles profondes dans le socle de la société anglaise. La tante paternelle d'Adrian, Lady Georgiana Ashworth, envoya une lettre froidement formelle déclinant l'invitation et déclarant clairement qu'elle considérait le mariage comme une honte pour le nom de la famille dont on chuchoterait dans les salons pendant des générations, et son refus enhardit d'autres qui avaient hésité dans leur jugement, entraînant un flot constant de regrets polis de familles qui préféraient ne pas être associés à une telle violation sans précédent de l'ordre social. Pourtant, pour chaque porte qui se fermait devant eux, une autre s'ouvrait avec une chaleur inattendue. Et ce fut Lady Béatrice qui devint la plus ardente championne d'Eleanor, déclarant lors d'un thé à portée de voix de plusieurs matrones influentes qu'elle ne voulait pas d'amis
qui ne pouvait reconnaître la vertu quelle que soit son origine, et que sa future belle-sœur possédait plus de noblesse authentique dans son petit doigt que de nombreuses dames titrées dans toute leur personne artificielle. La duchesse douairière, qui avait maintenu une neutralité prudente, même après avoir donné sa bénédiction qualifiée, commença à se réchauffer plus sincèrement en observant l'affection véritable d'Elinor pour Adrian et sa détermination à honorer l'héritage Ashworth plutôt que de simplement en réclamer les privilèges. Et elle fit remarquer en privé à son beau-fils qu'elle avait initialement craint qu'il n'agisse par rébellion contre sa propre classe, mais croyait maintenant qu'il avait trouvé quelque chose de bien plus rare qu'un mariage approprié. Il avait trouvé une véritable partenaire qui renforcerait plutôt que de diminuer ce que la famille représentait à son meilleur. Les préparatifs du mariage se déroulèrent avec un étrange mélange de grandeur traditionnelle et de simplification délibérée, car Adrian insista pour que la cérémonie ait lieu dans la chapelle privée du domaine, plutôt que dans la cathédrale où ses ancêtres s'étaient mariés pendant des siècles. Comprenant qu'un rassemblement plus intime épargnerait à Éléanore l'épreuve de faire face à des rangées de visages sceptiques et leur permettrait de s'entourer uniquement de ceux qui soutenaient réellement leur union. Puis vint un moment qui faillit briser entièrement le sang-froid durement acquis d'Éléanore, lorsque les domestiques de la maison se rassemblèrent un soir dans le hall principal et lui présentèrent un cadeau qu'ils avaient créé collectivement, un mouchoir magnifiquement cousu du lin le plus fin sur lequel chaque membre du personnel avait contribué un seul point, créant un motif complexe qui représentait leur travail partagé et leur bénédiction sur sa transformation de collègue à maîtresse. Madame Hartwell, la gouvernante en chef qui avait supervisé le travail d'Elinor pendant 3 ans et avait été témoin de sa courtoisie sans faille même lorsqu'elle était épuisée ou traitée avec dédain, parla pour eux tous avec des larmes brillant dans ses vieux yeux perspicaces, disant de sa voix bourrue qui portait une véritable émotion sous son ton pratique. « Vous n'avez jamais oublié d'où vous venez, mademoiselle. Vous n'avez jamais pris de grands airs ou prétendu être née pour ce dans quoi vous entrez maintenant, et nous avons confiance que vous ne nous oublierez pas lorsque vous deviendrez sa grâce, que vous ne perdrez pas de vue ce que signifie travailler de ses mains et gagner son pain par un labeur honnête. » Elinor accepta le mouchoir avec des doigts tremblants et fit la promesse, à travers ses larmes, qu'elle se souviendrait à la fois des escaliers de service qu'elle avait montés dans l'obscurité et le froid et de la gentillesse qui lui avait été montrée là, qu'elle ne permettrait jamais que sa position élevée la sépare de la compréhension des luttes et de la dignité de ceux qui servaient. Et à ce moment-là, les divisions entre maîtresse et servante se dissolvèrent en quelque chose de plus profond, une reconnaissance d'humanité partagée qui transcendait les frontières arbitraires de la naissance et de la condition. Le jour du mariage arriva avec l'éclosion des fleurs printanières dans les jardins d'Ashworth, comme de petites prières blanches s'élevant vers un ciel d'un bleu si cristallin qu'il semblait que le ciel lui-même s'était penché pour assister à cette union qui défiait les conventions et choisissait l'amour plutôt que la bienséance. Et Éléanore se tenait dans les appartements de la duchesse douairière, portant le voile d'héritage restauré qu'elle avait autrefois raccommodé de ses mains tremblantes en tant que simple couturière, la délicate dentelle de Bruxelles tombant en cascade sur ses épaules en motifs complexes qui semblaient raconter les histoires de toutes les mariées qui l'avaient portée avant elle, bien qu'aucune n'eût voyagé d'aussi loin pour atteindre ce moment de transformation. La cérémonie dans la chapelle privée du domaine était intime par dessein, les anciens murs de pierre n'abritant que ceux dont le soutien était sincère plutôt qu'obligatoire. Et alors qu'Éléanore descendait la courte allée au bras de M. Pemberton, le majordome qui avait accepté de la donner en l'absence de famille vivante, elle sentit le poids des regards sympathiques et comprit que chaque personne présente avait choisi de se tenir en témoin,
malgré les coûts sociaux qu'une telle allégeance pourrait exiger, et leur courage renforça sa propre résolution tremblante. Adrian attendait à l'autel dans sa tenue de cérémonie, mais c'est son visage qui retint l'attention d'Éléanore, l'émotion nue visible dans ses yeux alors qu'il la regardait s'approcher, et elle n'y vit aucune trace de doute ou d'hésitation. Seulement une certitude qui calma son cœur battant la chamade, et lui rappela que cet amour valait tous les risques qu'ils avaient pris, toutes les portes qu'ils avaient fermées derrière eux pour s'avancer ensemble en territoire inconnu. Lorsque vint le moment des vœux, Adrian prononça des mots qu'il avait écrits lui-même plutôt que de simplement répéter les phrases traditionnelles, sa voix portant clairement dans la chapelle silencieuse alors qu'il disait « Éléanore, j'ai appris que la vérité peut se trouver dans des endroits inattendus, que la véritable noblesse n'a rien à voir avec les titres ou la naissance, et je jure devant Dieu et ses témoins que je choisis de passer ma vie à t'aimer, pour qui tu es, plutôt que pour ce que la Convention dit que tu devrais représenter, que j'honorerai ta force et ta douceur, ta sagesse acquise par la lutte et ta grâce maintenue malgré les épreuves. » Les propres vœux d'Éléanore tremblèrent de ses lèvres avec une conviction égale, sa promesse d'honorer les responsabilités qu'elle assumait maintenant, de servir l'héritage Ashworth avec le même dévouement qu'elle avait autrefois apporté à son travail d'aiguille, de se tenir aux côtés d'Adrian en tant que partenaire plutôt qu'ornement, et de se souvenir toujours que leur union représentait non pas l'élévation d'une personne, mais l'union de deux âmes qui avaient reconnu l'une en l'autre quelque chose de précieux et de rare. Au moment où ils furent déclarés mari et femme, Adrian l'attira près de lui et l'embrassa avec une tendre révérence, et lorsqu'ils se tournèrent pour faire face à leurs invités, il ne la conduisit pas vers une sortie latérale discrète, mais la mena directement le long de l'allée principale, leurs mains jointes légèrement levées, un geste subtil mais sans équivoque de défi envers tous ceux qui avaient douté de la justesse de ce mariage, et les applaudissements qui éclatèrent furent enthousiastes et sincères, s'élevant vers le plafond voûté comme une bénédiction. Le déjeuner de noces qui suivit brisa une autre convention, car Adrian avait insisté pour que certains membres du personnel de la maison soient inclus parmi les invités de la famille, si bien que Madame Hartwell s'assit à table à côté de Lady Béatrice, et la jeune Molly, la femme de chambre, se retrouva traitée avec respect par l'évêque lui-même, et dans ce mélange de conditions, il y avait un aperçu du type de maisonnée qu'Éléanore et Adrian avaient l'intention de créer ensemble, une où la dignité était accordée à tous ceux qui faisaient preuve de caractère et où les barrières artificielles seraient remises en question à chaque occasion. La joie qui remplit ces heures était authentique et durement gagnée, et donc infiniment précieuse, plus douce pour avoir été méritée par la patience et le courage, plutôt que simplement revendiquée comme un droit de naissance, et alors qu'Éléanore regardait la compagnie assemblée, la main d'Adrian chaude dans la sienne, et le sourire approbateur de la duchesse douairière, et le large sourire ravi de Lady Béatrice, elle se sentit enfin libérer les derniers vestiges de peur et de doute, s'autorisant à habiter pleinement ce moment de triomphe et de transformation, à croire complètement en l'avenir qu'ils construiraient ensemble, un choix délibéré à la fois. La nuit de noces arriva avec une tendresse qui transcendait le domaine physique, car Adrian comprit avec une rare sensibilité qu'Éléanore se tenait au seuil d'une vulnérabilité bien plus profonde que la simple intimité de la chair. Elle entrait dans des espaces qui étaient désormais légitimement siens, mais qui portaient le poids de 3 années de frontières et d'interdits. Et il la guida à travers ces heures, avec une patience qui parlait d'un amour véritable plutôt que d'un simple désir, son toucher respectueux, alors qu'il l'aidait à se défaire de la somptueuse robe de mariée dont elle avait elle-même cousu les attaches dans le calme des soirées. Ses assurances murmuraient douces contre son corps tremblant, alors qu'il lui rappelait qu'elle avait sa place ici, non par conquête ou stratagème,
mais par la simple vérité de leur amour. Les jours qui suivirent apportèrent des ajustements à la fois mineurs et profonds, car Éléanore découvrit qu'être servie par ceux qui avaient été autrefois ses pères créait une étrangeté qu'elle n'avait pas anticipée, et lorsque Molly, la femme de chambre, lui apporta son thé matinal, les yeux baissés et les mains tremblantes, Éléanore sentit la distance entre elles comme une douleur physique, et dut résister à l'envie de prendre le plateau elle-même et de s'asseoir à côté de la jeune fille d'égal à égal, mais elle comprit progressivement que la gentillesse ne devait pas nécessairement effacer entièrement la hiérarchie. Elle pouvait plutôt transformer la hiérarchie en quelque chose de plus doux, pouvait faire en sorte que le service ressemble moins à une subjugation et plus à une contribution honorée. Un soir, environ une quinzaine de jours après leur mariage, Éléanore se tenait dans les appartements de la duchesse, ses appartements maintenant, fixant son reflet dans le miroir au cadre doré et sentant le poids des attentes peser sur ses épaules comme des pierres, et quand Adriane la trouva là, des larmes coulant silencieusement sur ses joues, elle avoua dans un murmure brisé qu'elle se sentait dépassée par les exigences de sa nouvelle position, terrifiée à l'idée de le décevoir ou d'embarrasser le nom de la famille, ou de prouver que tous ceux qui l'avaient qualifiée de présomptueuse avaient eu raison depuis le début. Sa réponse vint sans hésitation, mais avec une infinie douceur, alors qu'il la tourna pour lui faire face et prit son visage dans ses mains, disant avec une conviction tranquille qui portait la force de la vérité absolue. Tu n'as pas besoin de te transformer du jour au lendemain, Éléanore. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre que qui tu es, car je ne suis pas tombé amoureux d'une duchesse ou d'une vision idéalisée de ce qu'une femme dans cette position devrait être. Je suis tombé amoureux d'Eleanor Hartley, qui cousait la beauté avec des mains patientes et traversait les matins froids avec une digne quiétude. Et je te demande seulement de la laisser grandir dans ce rôle à son propre rythme, de la laisser y apporter la même intégrité et la même prévenance qu'elle a apporté à tout le reste. Leur intimité physique s'approfondit parallèlement à leur connexion émotionnelle à mesure que les semaines passaient, créant entre eux un lien qui transcendait les mondes séparés d'où ils venaient, et lorsqu'ils organisèrent leur premier dîner en tant que duc et duchesse, la nervosité d'Éléanore se manifesta par des mains tremblantes qui faillirent renverser un verre de vin, mais sa chaleur sincère et son intérêt authentique pour les préoccupations de chaque invité finirent par convaincre plusieurs participants sceptiques qui étaient venus préparés à trouver des défauts, mais découvrirent à la place une hôtesse dont le manque de vernis aristocratique était plus que compensé par une hospitalité authentique qui faisait que chaque personne se sentait réellement appréciée plutôt que simplement reconnue. Les mois passèrent, et l'été apporta sa chaleur dorée à Ashworth, transformant les jardins en émeutes de couleurs et remplissant les longues journées d'une lumière qui semblait s'attarder comme si elle hésitait à céder aux douces ombres du soir, et au cours de ces semaines ensoleillées, Éléanore endossa son rôle de duchesse avec une détermination et une grâce qui surprirent même ceux qui avaient défendu sa cause, car elle aborda ses nouvelles responsabilités avec le même soin méticuleux qu'elle avait autrefois apporté à son travail d'aiguille, étudiant les contes et les histoires du domaine, apprenant les noms et les circonstances de chaque famille de tenanciers, comprenant que la véritable autorité ne venait pas de l'exigence de déférence, mais du respect gagné par un souci sincère pour ceux dont la vie dépendait de l'intendance d'Ashworth. Elle établit un programme pour fournir une éducation et une formation professionnelle aux jeunes femmes du village, s'inspirant de sa propre expérience de devoir subvenir à ses besoins lorsque la fortune lui avait enlevé toutes les autres options, et l'atelier qu'elle créa dans l'un des bâtiments inutilisés du domaine devint un lieu où les filles qui auraient autrement fait face à des choix désespérés pouvaient apprendre des métiers qui leur accorderaient indépendance et dignité,
pouvaient acquérir les compétences qui leur permettraient de naviguer dans le monde la tête haute, quelles que soient les circonstances que la vie pourrait leur imposer. Adrian soutint ces initiatives non seulement par des encouragements privés, mais aussi par un appui public. Parlant lors de la cérémonie d'ouverture de l'atelier de la façon dont sa duchesse comprenait les défis auxquels les gens ordinaires étaient confrontés parce qu'elle les avait vécus plutôt que de simplement les observer d'une distance aristocratique, et ses paroles portaient une fierté tranquille qui fit gonfler le cœur d'Éléanore de gratitude pour cet homme qui l'avait choisi, non pas malgré ses humbles origines, mais en partie à cause de la perspective que ses origines lui avaient accordée. Leur partenariat s'approfondit au cours de ces mois d'été pour devenir quelque chose qui transcendait l'amour romantique qui les avait d'abord réunis, devenant plutôt une collaboration de valeurs partagées et de forces complémentaires, de sorte que lorsque des décisions difficiles se présentaient concernant la gestion du domaine ou les litiges entre tenanciers, ils s'asseyaient ensemble dans le bureau pour discuter des options avec une communication facile qui révélait à quel point leurs esprits avaient appris à travailler en harmonie, à quel point ils étaient devenus des partenaires dans tous les sens du terme, plutôt que simplement mari et femme, liés par un contrat légal et une attraction physique. Un soir de fin août, Eleanor était assise au bureau d'Adrian, examinant la correspondance tandis qu'il se tenait près de la fenêtre, regardant le soleil se coucher sur les champs dorés de blé mûr, et dans le silence confortable entre eux, elle ressentit une vague de contentement si profonde qu'elle lui monta les larmes aux yeux. Ce sentiment d'avoir trouvé non seulement l'amour mais un foyer, non seulement l'acceptation mais une véritable appartenance, et quand elle se leva pour le rejoindre à la fenêtre, quand il se tourna et l'attira dans ses bras avec une tendresse inconsciente, elle murmura contre sa poitrine qu'elle avait des nouvelles, que le médecin avait confirmé ce qu'elle soupçonnait déjà dans son cœur, qu'au printemps ils accueilleraient leur premier enfant, et sa réponse fut tout ce qu'elle aurait pu espérer, son visage se transformant d'émerveillement et de joie alors qu'il la serrait plus fort, sa main venant se poser protectrice sur l'endroit où une nouvelle vie grandissait, sa voix rauque d'émotion alors qu'il parlait de l'avenir qu'ils construiraient ensemble, de la famille qu'ils créeraient, de l'héritage d'amour et de dignité qu'ils transmettraient à la génération suivante. Et Éléanore s'émerveilla de la transformation spectaculaire de sa vie, de la façon dont la femme qui était autrefois entrée par les portes des domestiques se tenait maintenant dans les bras de son mari, planifiant la naissance d'un enfant qui porterait leurs deux noms et leur engagement commun à vivre avec intégrité, quelles que soient les exigences ou les attentes de la société. L'épreuve finale arriva avec la précision cruelle du premier gel de l'hiver, car la mère de Lady Charlotte, aigrie par l'échec de la demande en mariage de sa fille et nourrissant la blessure de l'humiliation sociale de voir une simple couturière remporter le prix que son propre enfant s'était vu refuser, répandit dans les salons de la société une rumeur vicieuse selon laquelle Éléanore avait piégé le duc par une séduction calculée, avait utilisé sa position de couturière pour accéder à ses appartements privés, et avait employé des ruses à la fois honteuses et délibérées pour prendre au piège un homme dont le chagrin et l'isolement l'avaient rendu vulnérable à la manipulation féminine. Le scandale se ralluma avec une férocité qui choqua même ceux qui s'étaient initialement opposés au mariage, car les murmures portaient une qualité insidieuse qui transformait la vertu authentique d'Éléanore en preuve de ruse, sa digne quiétude en preuve d'artifice, sa réticence même à accepter la cour d'Adrian tordue en la performance d'une actrice habile qui savait que la résistance ne ferait qu'enflammer le désir. Eleanor, alors enceinte de 6 mois et portant la preuve visible de leur union sous des robes qui ne pouvaient plus entièrement dissimuler sa condition, fit face à la cruauté lors d'une assemblée publique organisée au profit de l'hôpital local, un événement qu'elle avait aidé à organiser et ne pouvait éviter sans paraître reconnaître sa culpabilité, et alors qu'elle se déplaçait dans la société rassemblée,
Elle sentit le poids des insinuations murmurées comme des coups physiques, vit des femmes avec qui elle avait œuvré pour se lier d'amitié, détourner le visage, ou la regarder avec des expressions mêlant pitié et mépris, entendit des bribes de conversation qui s'arrêtaient brusquement à son approche pour reprendre en chuchotements sifflants une fois qu'elle était passée. Adrian assista à un moment particulièrement cruel où un groupe de dames, y compris Lady Charlotte elle-même, forma une barrière délibérée qui força Éléanore à les contourner, vit comment sa femme maintint son sang-froid malgré la blessure qui vacilla dans ses yeux comme une flamme de bougie dans le vent, observa la façon dont elle plaça une main protectrice sur son ventre arrondi, comme pour protéger leur enfant à naître du poison de leur méchanceté, et quelque chose en lui, qui était resté civilisé et contenu, se libéra soudain, avec la force d'une rage longtemps réprimée. Il se dirigea d'un pas décidé vers le centre de la salle d'assemblée et demanda le silence d'une voix qui portait tout le poids de l'autorité ducale, puis prononça un discours dont on se souviendrait et qu'on répéterait dans les salons de trois comtés. Ces mots tranchant les faux-semblants avec une précision chirurgicale, alors qu'il parlait de la lâcheté inhérente à l'attaque du caractère d'une femme par envie plutôt que par preuve, de la cruauté particulière de ceux qui persécuteraient quelqu'un pour le crime de s'être élevé au-dessus de la condition dans laquelle l'accident de la naissance l'avait placé. Puis il lança son défi avec des yeux qui balayèrent de la pièce et s'attardèrent délibérément sur Lady Charlotte et sa mère. « Ma femme a montré plus de grâce face à votre cruauté que beaucoup d'entre vous n'en ont montré dans des vies d'aisance et de privilèges. Elle a supporté vos murmures et vos rebuffades avec une dignité qui fait honte à ceux qui s'imaginent être ses supérieurs. Et si vous ne pouvez lui accorder le respect que sa position et son caractère méritent tous deux, alors vous n'êtes pas les bienvenus dans notre maison ou nos vies, car je préférerais vivre dans un isolement honnête avec une femme de vertu authentique que dans une fausse société avec ceux qui confondent la méchanceté avec l'esprit et la cruauté avec la sophistication. » La pièce tomba dans un silence si profond que le tic-tac de l'horloge de la cheminée sembla aussi fort que le tonnerre, et Éléanore se tenait figée, les larmes coulant sans contrôle sur ses joues, des larmes nées non de la honte, mais d'une gratitude écrasante pour cet homme qui l'avait choisi, non dans une romance privée, mais dans une déclaration publique, qui la défendait non avec des mots doux dans des moments calmes, mais avec une conviction féroce devant des témoins. Puis quelque chose d'inattendu se produisit, qui changerait le cours de l'opinion plus décisivement que n'importe quel discours, car la femme de l'évêque, une femme dont l'autorité morale était incontestée et dont l'approbation avait du poids même parmi les éléments les plus traditionnels de la société, se leva de son siège et traversa la pièce d'un pas délibéré. Et quand elle atteignit Éléanore, elle attira la jeune femme dans une étreinte qui communiquait à la fois réconfort et soutien public, disant d'une voix destinée à être entendue. « Votre grâce, je vous ai observé naviguer ces mois avec une grâce qui témoigne de la qualité de votre caractère, et quiconque doute de vous, doute de sa propre capacité à reconnaître la vertu lorsqu'elle se dresse devant lui. » D'autres suivirent alors, lentement d'abord, puis avec un élan croissant. Des femmes qui avaient été incertaines ou avaient eu peur de montrer leur soutien, maintenant enhardies par l'exemple de la femme de l'évêque, et bien que certains, y compris Lady Charlotte et sa mère, partirent dans une fureur froide, l'assemblée ne se termina pas par l'humiliation d'Éléanore, mais par sa justification, le scandale éteint par le simple pouvoir de ceux qui étaient prêts à se lever publiquement pour la vérité contre la facilité séduisante des ragots malveillants. L'automne retourna à Ashworth avec sa palette familière de cuivre et d'or, les arbres perdant leurs feuilles comme des souvenirs dérivant vers la terre. Et avec la saison vint le temps de la réclusion d'Éléanore, ces dernières semaines où elle se retira de la vie publique selon la coutume, bien qu'Adrian restât constamment près d'elle.
son anxiété à peine dissimulée derrière des expressions de calme assurance qui ne trompaient personne qui le connaissait bien. Le travail commença par une nuit d'octobre où le givre argentait les fenêtres et où le vent portait l'odeur des feuilles mortes et de la fumée de bois. Et ce que la sage-femme avait promis comme un accouchement simple devint au contraire une épreuve qui s'étira à travers les heures sombres et jusqu'à l'aube grise, les cris d'Éléanore pénétrant les murs épais de la chambre d'accouchement pour atteindre Adrian qui arpentait le couloir extérieur comme un animal en cage, ses mains si serrées que ses ongles tiraient du sang de ses paumes. La duchesse douairière veillait avec lui, son propre visage tiré par l'inquiétude, et lorsque le médecin sortit à un moment donné pour demander des fournitures supplémentaires, quand Adrian vit la gravité dans l'expression de l'homme et entendit la neutralité prudente de sa voix alors qu'il parlait de complications, quelque chose dans la poitrine du duc se contracta avec une terreur plus profonde que toutes celles qu'il avait connues, une conscience désespérée que toute sa richesse et sa position ne signifiaient rien contre la cruauté arbitraire de la nature, qu'il pouvait la perdre malgré s'être tant battu pour la faire sienne. Il s'enfuit alors à la chapelle, cet homme qui n'avait pas prié avec une véritable ferveur depuis son enfance, et s'agenouilla devant l'autel, les larmes coulant sur son visage, offrant des marchés à un Dieu dont il n'était pas certain de l'existence, prêt à échanger titres, fortune, même sa propre vie pour la survie d'Éléanore, pour la chance de la tenir à nouveau dans ses bras et de lui dire qu'elle comptait plus que n'importe quel enfant qu'il pourrait créer, qu'il préférerait la voir seule plutôt que de la perdre en donnant naissance à son héritier. L'aube se renforça au-delà des vitraux, peignant des motifs colorés sur le sol en pierre, et il priait encore jusqu'à ce que finalement, miséricordieusement, il entende des pas et lève les yeux pour voir le visage taché de larmes mais souriant de madame Hartwell, entende sa voix se briser alors qu'elle lui disait que sa grâce avait accouché d'une fille et que la mère et l'enfant vivaient, et son soulagement fut si écrasant qu'il resta à genoux, son corps secoué de sanglots qui mêlaient gratitude, peur persistante et la profonde humilité d'avoir obtenu ce qu'il n'avait aucun droit d'attendre. Quand on lui permit enfin d'entrer dans la chambre, il trouva Éléanore appuyée contre des oreillers, son visage pâle et marqué par l'épuisement mais vivante, merveilleusement vivante, et dans ses bras une minuscule créature avec une touffe de cheveux sombres et des doigts incroyablement petits qui se recroquevillaient par réflexe quand il les touchait. Et l'émotion qui l'inonda en regardant sa femme et sa fille était quelque chose d'innommable, un mélange d'amour, de respect et de férocité protectrice qui le transforma à cet instant en quelque chose qu'il n'avait jamais été auparavant, en un père prêt à remuer ciel et terre pour garder ses deux âmes en sécurité. Le baptême eut lieu 6 semaines plus tard, quand Éléanore eut retrouvé ses forces, la cérémonie se tenant dans la même chapelle où Adrian avait prié pour sa survie, et ils nommèrent leur fille Grace Eleanor Ashworth, en reconnaissance délibérée de la miséricorde imméritée qui avait réuni ses parents et de la femme dont le courage avait rendu un tel amour possible. Et les témoins rassemblés représentaient tout le spectre de la communauté d'Ashworth, la noblesse se tenant aux côtés des fermiers et des domestiques dans un rassemblement qui aurait été impensable avant l'arrivée d'Éléanore, mais qui semblait maintenant naturel et juste. La duchesse douairière tenait sa petite fille avec un amour évident, le bébé petit et parfait dans ses bras, et quand elle regarda Éléanore, son expression ne contenait aucune de la réserve qui avait autrefois marqué leurs interactions, seulement de la chaleur et une affection sincère en disant « Vous avez ramené la lumière dans cette maison, ma chère. Vous nous avez rappelé à tous ce qui compte vraiment, et mon beau-fils a sagement choisi quand il a choisi son cœur plutôt que les attentes de la société. » Et Éléanore sentit à ce moment la dissolution finale de tout sentiment persistant de ne pas appartenir, la certitude complète qu'elle avait trouvé un foyer non seulement dans l'amour d'Adrian, mais en ce lieu,
et parmi ces personnes qui avaient appris à voir au-delà de l'accident de sa naissance pour reconnaître la substance de son caractère. 5 ans s'étaient écoulés depuis qu'Eleanor Hartley était entrée pour la première fois à Ashworth en tant que couturière, arrivant dans l'obscurité par l'entrée des domestiques avec son panier de couture et ses rêves silencieux, et 3 ans depuis qu'elle y était entrée en tant qu'épouse par des portes grandes ouvertes au mépris des conventions. Et dans l'intervalle entre ces entrées, elle avait été transformée non seulement en titre, mais dans la substance la plus profonde de son être, était passée d'une femme qui se déplaçait dans le monde avec des pas prudents conçus pour éviter d'être remarquée, à une femme qui marchait avec la confiance, née de savoir qu'elle était exactement à sa place. Le matin d'automne, la trouva dans la grande salle, supervisant les préparatifs de la fête des récoltes, sa voix calme et assurée, alors qu'elle dirigeait des domestiques qui se référaient maintenant à son jugement sans l'hésitation qui avait marqué ses premiers mois, et en l'observant depuis l'embrasure de la porte, Adrian sentit sa poitrine se serrer d'un émerveillement familier à sa vue. Cette femme qui avait autrefois cru être indigne de quoi que ce soit au-delà d'un travail honnête, et qui gérait maintenant l'un des plus grands domaines d'Angleterre, avec une grâce qui le faisait paraître sans effort, bien qu'il connût l'effort qu'elle avait investi pour apprendre chaque tradition et responsabilité. Leurs enfants jouaient dans le jardin visible, à travers les hautes fenêtres. Grace, maintenant, une enfant pleine d'entrain de 4 ans, avec les cheveux sombres de sa mère et la détermination de son père, et Thomas, à peine âgé de 2 ans, montrant déjà des signes de l'indépendance têtue qui semblait être l'héritage des Ashworth, et quand Eleanor leva les yeux et surprit son mari en train de l'observer, elle sourit avec l'intimité facile de ceux qui ont construit quelque chose de réel ensemble par la patience et des choix délibérés. L'ancienne entrée des domestiques, cette porte étroite par laquelle Eleanor était passée dans le froid et l'obscurité pendant 3 ans, avait été transformée selon sa vision en un atelier lumineux où de jeunes femmes du village et des fermes environnantes venaient apprendre des compétences qui pourraient les sauver des choix désespérés que la pauvreté exigeait trop souvent, où elles apprenaient non seulement la couture, mais aussi la comptabilité, la lecture et la confiance d'imaginer des avenirs au-delà des limites que leur naissance semblait imposer. Et Eleanor y enseignait elle-même 2 matins par semaine, ses mains démontrant les points de couture, tandis que ses mots offraient quelque chose de plus précieux que la technique. Cet après-midi-là, une jeune couturière arriva en quête d'emploi, une jeune fille d'environ 18 ans, avec des chaussures usées et des yeux anxieux. Et Eleanor l'accueillit personnellement à l'entrée principale, lui tendant la main pour l'aider à monter les marches de marbre, en disant doucement « Dans cette maison, il n'y a pas de porte séparée pour ceux qui travaillent honnêtement. Vous entrerez là où tout le monde entre et serez apprécié pour la qualité de votre caractère et de votre métier. » Et l'expression de gratitude stupéfaite de la jeune fille rappela si puissamment à Eleanor sa propre jeunesse qu'elle sentit des larmes lui piquer les yeux. Adrian les rejoignit alors. Plaçant sa main au creux du dos d'Eleanor avec l'affection désinvolte qui faisait encore battre son cœur, et ensemble ils accueillirent ce nouveau membre de leur maisonnée, ces 2 personnes qui avaient appris que l'amour qui transcende les frontières arbitraires de la naissance et de la richesse est la plus vraie noblesse, que la patience et le courage peuvent en effet transformer ce qui semble impossible en quelque chose de non seulement possible, mais d'inévitable et de juste. Et alors que la jeune fille était emmenée pour commencer son travail, Eleanor se pencha contre l'épaule de son mari et murmura sa gratitude pour une vie qu'elle n'avait jamais osé imaginer et qu'il n'avait jamais cessé de croire qu'il méritait. Cher ami, qui avez cheminé avec nous à travers cette histoire, peut-être avez-vous connu le poids des portes qui vous semblent fermées, la douleur d'aimer quelqu'un ou de vouloir quelque chose que le monde insiste que vous n'avez pas le droit de réclamer, l'épuisement de vivre à l'intérieur de frontières tracées par accident,
plutôt que par mérite. Et si c'est le cas, alors sachez ceci. La véritable mesure de toute personne ne réside pas dans les circonstances de sa naissance, mais dans les choix qu'elle fait lorsqu'elle est mise à l'épreuve, non pas dans les portes par lesquelles elle entre, mais dans la grâce avec laquelle elle marche une fois à l'intérieur. Et bien que le monde puisse insister sur des séparations entre dignes et indignes, nobles et communs, possibles et impossibles, l'amour ne reconnaît aucune de ces distinctions, et vous ne devriez pas non plus. Puissiez-vous trouver le courage de franchir des seuils qui semblaient autrefois interdits, de réclamer l'amour et la vie que votre caractère mérite plutôt que les limitations que vos circonstances suggèrent, et puissiez-vous découvrir, comme Éléanore et Adriane, que les transformations les plus profondes commencent par la simple audace de croire que vous méritez plus que des portes séparées, et que ceux qui vous voient vraiment ouvriront ces portes en grand pour vous accueillir. Dormez bien en sachant que la noblesse d'esprit importe infiniment plus que la noblesse de naissance. Et si vous avez trouvé un sens à cette histoire, alors je vous invite à explorer d'autres récits d'amour qui transcendent les frontières, de courage qui défie les conventions, et de cœurs qui choisissent l'authenticité plutôt que la facilité. Ici, sur cette chaîne où chaque histoire nous rappelle que les barrières entre nous sont bien plus fragiles que nous l'imaginons et bien moins importantes que les liens que nous forgeons lorsque nous osons tendre la main à travers elles.